Dans le dernier chapitre, nous allons dresser un certain nombre de conclusions et de perspectives, en commençant par une perspective qui est l'agriculture de précision. Alors, pour la définir, il faut la situer dans le contexte des mutations de l'agriculture des années 2000, avec une concentration foncière croissante. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais sur des surfaces de plus en plus grandes. Donc, augmentation de la SAU, notamment en grande culture. Et se pose la question d'appréhender la variabilité des parcelles, de parcelles qui sont de plus en plus grandes, avec éventuellement une hétérogénéité entre parcelles, mais aussi au sein des parcelles. Il y a de nouvelles demandes sociales. La première, c'est une augmentation continue des rendements est nécessaire, étant donné les besoins manifestés par les consommateurs. Alors là, si on raisonne surtout au niveau mondial, c'est-à-dire que en fait, toute l'Asie est sortie de la misère et s'est industrialisée, a atteint un certain niveau de développement et donc de consommation, et ça s'est manifesté en particulier par la consommation accrue de viande. Et pour fabriquer de la viande, pour produire de la viande, il faut produire beaucoup de produits végétaux pour alimenter le bétail. D'autant plus que la population mondiale est toujours croissante, elle va l'être encore pendant quelques décennies, elle finira par se stabiliser, on verra comment évolue l'Afrique, qui est le seul continent dont la croissance démographique perdure. Tous les autres continents, toutes les autres régions du monde ont atteint ce qu'on appelle un équilibre ou une maturité démographique avec une réduction très forte de la fécondité, du nombre d'enfants par femme, qui est d'ailleurs en dessous du taux de renouvellement, hein, donc les populations vont diminuer. C'est déjà le cas par exemple au Japon, qui est le plus avancé, qui doit être rendu à 1,2 ou 1,3 enfants par femme, c'est-à-dire très en dessous du seuil de renouvellement qui est de 2 enfants par femme. Donc la nécessité d'augmenter les rendements est toujours d'actualité. Et puis il faut économiser les intrants et limiter la pollution. Donc on a des demandes très précises qui ont un impact direct sur la façon de conduire les productions agricoles. Et tout ça dans le contexte aussi d'un développement technologique sans précédent, une espèce de deuxième révolution industrielle, après la révolution industrielle donc liée à la machine à vapeur puis au moteur à explosion, c'est la révolution industrielle liée à l'informatique et aux réseaux de communication, avec des systèmes de positionnement par satellite, l'imagerie satellitaire, les capteurs embarqués sur les machines agricoles, les réseaux de communication intégrés, etc. Donc l'agriculture de précision, dans ce contexte, se définit comme un principe de gestion des parcelles agricoles qui vise l'optimisation des rendements et des investissements en cherchant à mieux tenir compte des variabilités des milieux, variabilités physiques, biologiques, et des conditions entre parcelles différentes ainsi qu'à des échelles intraparcellaires. Elle permet d'envisager la planification prévisionnelle et la gestion en temps réel de la production agricole. Donc on va voir ce que ça signifie concrètement. Elle fait intervenir, cette agriculture de précision, de plus en plus de sociétés de services. Certaines grosses exploitations peuvent être équipées, mais en fait on a une multiplication des sociétés spécialisées qui vont fournir des prestations payantes aux exploitants qui leur permettent d'augmenter leur rendement, d'augmenter leur marge en fait. Donc ça se présente de la façon suivante, hein. La société va préparer des missions pour acquérir des données sur les champs, avec par exemple, vraiment le cas le plus emblématique, c'est des drones qui vont prendre des photos dans certaines longueurs d'onde sur les champs à différents stades de développement. On aura aussi des prélèvements de terrain, bien sûr. Tout ça va constituer des données brutes qui sont envoyées dans un centre de traitement qui va définir des actions correctives. Et évidemment, se constituent au fil du temps des bases de données, des bases de référence qui permettent d'affiner les modèles. Donc, pour caractériser les parcelles au niveau spatial, on fait des mesures du milieu physique et biologique avec une précision de l'ordre du mètre carré, à l'aide de GPS, de capteurs ou de relevés, comme des analyses de terre. On intègre ces données spatio-temporelles. Donc on produit et on exploite des modèles physiques et mathématiques, et parfois biologiques, avec des systèmes intégrés informatiques comme le SIG, système d'information géographique, et toute une suite de progiciels dédiés. Cela permet une aide à la décision, donc des diagnostics et la production de cartes de modulation, c'est-à-dire des cartes qui permettent de voir comment moduler les intrants et les interventions en fonction des résultats du diagnostic.
Et enfin, donc, on procède à ces ajustements des techniques culturales au niveau de l'itinéraire technique, dans les semis, la fertilisation, l'irrigation ou les pesticides, et parfois ceci en temps réel, à l'aide de guidages automatisés. Donc, les tracteurs sont de plus en plus souvent des robots, et la technologie des taux variables, c'est-à-dire qu'on ajuste en temps réel l'épandage d'un engrais, par exemple, ou d'un pesticide, en fonction de ce qui est détecté sur le moment. Un point sur le SIG, c'est important de comprendre ce que c'est, un système d'information géographique. En fait, c'est un système qui permet de faire des cartes à l'aide de couches. Donc c'est conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer tout type de données spatiales et géographiques. La topologie, des mesures physiques, mais également les infrastructures, la présence de routes, les aquifères, la présence de la végétation, les infrastructures de ville, etc., etc. Des cartes de température, enfin on peut tout imaginer. Et ça permet d'interroger ces cartes en faisant apparaître des informations pour voir les données qui se recoupent, si la température dépend des infrastructures, par exemple, si le couvert végétal modifie la température ou la présence d'eau, etc., etc. Ces systèmes d'information géographique sont très utilisés dans la gestion du territoire, l'urbanisation et la gestion des réseaux, des transports, etc. C'est le maillon central de la gestion des parcelles et de la cartographie. Ça existe quand même depuis les années 90, mais ça s'est énormément développé dans les années 2000 et maintenant, ce sont des systèmes extrêmement bien intégrés, extrêmement bien maîtrisés. L'agriculteur pourra utiliser ce type de système dans des logiciels de façon à gérer son parcellaire. Donc il intègre des données géoréférencées, collectées de différentes façons, les analyses de sol, des cartes de rendement. On peut essayer de voir quelles sont les parcelles dans lesquelles les rendements sont les plus élevés ou les plus bas. Des cartes de résistivité, des photos aériennes, donc résistivité pour la teneur en eau, des photos aériennes, les captures du N5SOR, on va le voir juste après, qui permet de savoir quel est l'état de nutrition azotée des végétaux, et c'est monté directement sur un tracteur. Et puis ensuite, on va interroger et traiter ces données sous forme de diagnostic et de cartes de modulation. Éventuellement, on va les envoyer vers l'électronique embarquée des engins agricoles pour moduler les apports au sein de chaque parcelle. Donc là, vous avez encore une illustration à l'aide de satellites, drones, capteurs embarqués. On produit ces cartes avec des codes couleurs qui indiquent les différentes valeurs des variables mesurées. Pour les analyses de sol, eh bien, on pourra avoir, donc c'est la méthode la plus ancienne, avec des cartes pédologiques qui existaient avant les systèmes SIG, mais maintenant ils sont informatisés, ils sont intégrés. Donc on a la structure, la texture, la granulométrie, l'humidité, la capacité d'échange cationique, le pH, tout ça de façon dynamique éventuellement, les éléments fertilisants qui sont présents, les éléments traces et la teneur en matière organique. Les cartes de rendement, très intéressantes aussi, qui sont de plus en plus employées, elles vont renseigner sur le résultat final de la conduite de la culture. Donc c'est très important, c'est très intéressant, parce que là, on a vraiment un indicateur du résultat. Donc pour ça, on a des moissonneuses spécialisées, spécifiques, qui sont équipées en haut de l'élévateur de grains d'un GPS déjà, pour référencer géographiquement au mètre près le rendement. Et donc, en fait, on va mesurer l'impact d'un flux de grains sur une plaque. Et donc, plus il y a de grains, eh bien, plus le rendement est élevé à un instant donné. Donc, c'est comme ça qu'on mesure le rendement. Donc, on a trois approches d'interprétation. Vous voyez ici, par exemple, une parcelle avec une culture de soja. Et vous avez donc les rendements donc, en kilos par hectare. Avec des zones en rouge de faible rendement et des zones en bleu de haut rendement. Donc ça va permettre d'analyser les problèmes particuliers liés à cette année culturale. Est-ce qu'il y a eu un problème sur cette parcelle, je ne sais pas, d'irrigation, un problème d'ennoiement, au contraire, avec trop d'eau, est-ce qu'il y a eu une attaque de ravageurs, etc. Ça permet donc de voir des zones qui ont un comportement homogène et que les années suivantes, on va pouvoir traiter de la même façon. Et ça permet d'interpréter, bien sûr, sur les stations expérimentales, les essais culturaux de façon extrêmement efficace. Là, vous avez un exemple de télédétection d'une couverture végétale, d'un état de la biomasse, ou d'un état hydrique de couvert du sol, ou d'un état de nutrition azotée, d'une infestation, de maladie, de l'averse. Donc à droite, vous avez des images satellites en fausse couleur à haute résolution, qui montrent le pourcentage de couverture du sol
dérivé d'images à haute résolution, à droite, qui indique, on voit les zones qui ont été irriguées, en fait, et qui sont donc couvertes avec des cultures. Et puis, en bas, vous avez des images par drone de surfaces endommagées par la verse. Et en bas à droite, le résultat. Donc, vous voyez les zones dans lesquelles il sera quasiment impossible de faire de la récolte parce que la verse a eu lieu. À partir de ces informations, on crée des cartes de modulation et on applique des technologies de taux variables, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter de la même façon toute la parcelle ou toutes les parcelles, on va moduler à l'échelle inter- et intraparcellaire la densité de semis, la fumure, les pesticides et l'irrigation. Pour gérer l'irrigation, eh bien ici, on voit une illustration de la variabilité des besoins au sein d'un champ. Donc à gauche, avec des données du satellite QuickBird, les teneurs en eau élevée sont en vert, moyenne en jaune et faible en rouge. Donc il va falloir irriguer les zones en jaune et en rouge. Et puis une mesure indirecte basée sur la couverture végétale ou la température, donc pour voir les zones qui sont bien alimentées hydriquement en bleu ou mal alimentées en rouge. C'est faisable aussi pour la gestion phytosanitaire, pour appliquer donc un pesticide ou un herbicide, puisque les mauvaises herbes et les plantes contaminées ont des signatures spectrales différentes. Donc on va voir les zones qui sont surtout attaquées par les adventices. On va localiser les adventices. Alors en général, eux sont dispersés sur tout le champ. Par contre, les ravageurs, les champignons, les bactéries ou les insectes, apparaissent d'un côté du champ et envahissent petit à petit l'ensemble. Donc il y a une progression par foyer. Et on peut ensuite utiliser des applicateurs d'herbicides ultra low volume qui permettent de beaucoup diminuer la quantité de produits chimiques utilisés avec des doses inférieures à 5 litres par hectare en grande culture. Donc là, l'idée, c'est d'être parcimonieux et de n'appliquer les pesticides qu'aux endroits qui le réclament. Pour la gestion de fertilisation, on va prendre l'exemple du N-Sensor, c'est une marque, donc pour la gestion intraparcellaire de la fertilisation azotée. Donc vous avez un capteur optique monté sur le toit du tracteur qui évalue, au fur et à mesure que le tracteur avance, l'état de nutrition azotée des céréales et du colza. Et en fonction de ces informations, le N-Sensor pilote l'épandeur en engrais en temps réel, de façon à donner une dose plus ou moins élevée de fertilisant au mètre carré près. Donc l'idée, c'est que on mesure en fait avec ce capteur la réflectance sur une zone de 50 mètres carrés à des longueurs d'onde spécifiques qui sont corrélées à la teneur en chlorophylle et à la biomasse, c'est-à-dire à la nutrition azotée. Donc on en déduit la quantité d'azote optimale à apporter, il y a un ordinateur embarqué. Dans les zones bien alimentées en azote, la dose est diminuée, pas besoin d'en apporter plus. Dans les zones où l'état de nutrition est faible, la dose est renforcée. Mais dans les zones faiblement alimentées avec une biomasse qui est déjà trop faible, on diminue aussi la dose pour ne pas gâcher de l'engrais dans des zones dont le potentiel de rendement est déjà entamé. Attention, le N-Sensor, ça n'est que l'optimisation finale. Ça ne remet pas du tout en question tout ce qu'on a vu avec le bilan de fertilisation, la prévision sur la culture, avec le calcul des doses à apporter, etc. L'idée qu'on va fractionner les apports. Ensuite, pour le blé, on va utiliser des dosages de jus de bas de tige, etc. pour savoir quel est le besoin réel de la culture à un stade précoce. Et puis ensuite, enfin seulement, un ajustement en temps réel grâce à ce type de dispositif. Par exemple, si on a calculé qu'on avait besoin d'apporter 80 unités d'azote par hectare, certaines zones de la parcelle peuvent recevoir 40 unités par hectare et d'autres 100. Mais la dose moyenne, finalement, reste de 80 unités hectare. On l'aura épandu de manière à homogénéiser le potentiel de rendement des différentes parties du champ. Voici un exemple théorique de l'ajustement de l'épandage. Sur une parcelle qui contient 3 zones avec des potentiels de rendement différents, chaque courbe de couleur représente le rendement d'une zone de la parcelle en fonction de la dose apportée. À gauche, vous avez le cas où on applique la même dose dans toutes les zones de la parcelle. Vous voyez que la parcelle bleue a un potentiel de rendement moins élevé. En abscisse, on a la dose d'azote apportée, et en ordonnée, le rendement en tonnes par hectare. Donc si vous apportez une dose d'azote qui correspond à l'optimum pour cette zone, donc effectivement, vous allez bien valoriser l'engrais dans cette zone. Par contre, pour la courbe verte, qui avait un potentiel un petit peu supérieur, vous vous retrouvez en surfertilisation.
c'est-à-dire que vous avez dépassé la dose d'azote optimale. Et pour la courbe rouge, vous perdez du rendement, puisque vous n'avez pas mis assez d'azote pour valoriser tout le potentiel. Alors qu'avec le N-Sensor, donc, la dose va être adaptée à chaque zone de la parcelle, et vous serez à l'optimum pour chaque parcelle, quel que soit son optimum de rendement. Quels sont les avantages et les limites donc, de ces approches dites d'agriculture de précision? Les avantages sont économiques et environnementaux, avec une réduction significative des quantités d'azote apportées, un meilleur rendement, un retour sur investissement par économie sur l'achat de produits phytosanitaires et d'engrais, une meilleure valorisation des récoltes, l'apport au bon endroit au bon moment, c'est bon pour les sols et aussi pour les nappes phréatiques. Les limites, la limite principale est qu'il s'agit d'une agriculture coûteuse, qui est encore largement inaccessible à la plupart des paysans de la planète. Les matériels sont conçus pour la gestion de grandes ou de très grandes parcelles agricoles, couvertes de grandes cultures génétiquement très homogènes, voire clonales ou quasi-clonales, qui, par nature, favorisent les parasites ou les phytopathogènes qui sont devenus résistants à des fongicides, nématicides, insecticides, voire même à des herbicides totaux. Les capteurs et outils de pilotage sont conçus pour des engins lourds qui endommagent les sols vulnérables. Et donc, en fait, si on résume, ce type d'approche est encore une optimisation de l'agriculture dans un contexte intensif, au détriment toujours de la complexité des écosystèmes, dans des approches de monoculture, avec une faible biodiversité et sans tenir compte des services écosystémiques qui peuvent être rendus par les différents organismes de l'agro-système, ce qui est largement plus utilisé dans les systèmes extensifs de type permaculture, etc. Les perspectives scientifiques pour l'agriculture de précision sont de mettre en cohérence différentes échelles de caractérisation, donc satellitaires, aériennes, embarquées, donc d'intégrer tout ça en fait, et de perfectionner, à force d'accumuler des données, les modèles de prise de décision par culture et par bassin de production. On reste dans la même logique qu'une agriculture performante est une agriculture qui bénéficie de nombreuses références techniques locales. Alors, il y a un sujet encore plus récent qui est la robotique. Vous avez sûrement été informé des progrès récents de la robotique en regardant certaines vidéos sur YouTube. Les robots font des choses tout à fait spectaculaires. Et ça s'est débloqué ces 10 dernières années, véritablement. Il y a eu un bond en avant avec des robots qui peuvent quasiment évoluer dans des environnements naturels ou artificiels humains, mais extrêmement complexes, en prenant en compte énormément d'informations. De façon, alors ça c'est très spectaculaire, je ne sais pas si c'est réaliste parce qu'il y a des problèmes d'autonomie énergétique, il y a des tas de problèmes qui se posent avec ces robots, mais par contre des robots spécialisés, efficaces sur des terrains complexes comme les agrosystèmes, ça commence à venir. Et donc on va peut-être vers une automatisation totale de l'agriculture avec des robots qui sont capables de distinguer les adventices et de les arracher ou de les cramer avec un laser, sans avoir à utiliser de produits chimiques. On a également des irrigations directement aux racines avec des quantités de nutriments adaptées en temps réel aux besoins de la plante. Donc en 2008, la viticulture de précision a été testée avec la mise en place d'un maillage de capteurs sans fil qui contrôle en permanence l'état agroclimatique de la parcelle et permet de surveiller et d'enregistrer les données et de constituer un historique sous forme d'une base de données spatiale et temporelle. Donc un certain nombre d'essais ont été effectués dans ce sens, même si ça n'est pas une pratique qui est encore totalement, largement répandue, loin de là. Et puis l'application de ces technologies de précision peut s'étendre à de nouveaux domaines, la gestion intégrée des cours d'eau, hydraulique, écologique, la gestion de l'environnement, pour voir des cartes d'érosion, de diffusion des polluants, etc. Donc avoir finalement une intégration de l'agrosystème dans tous les écosystèmes environnants. Ici, je vous propose de regarder plusieurs documentaires. D'abord, un petit documentaire qui est une publicité à peine déguisée pour le N-Sensor et qui explique pas mal la modulation de la fumure azotée. Ensuite, un documentaire en anglais, Robotic Farming for the Future. Et un deuxième, The Farming Robots of Tomorrow Are Here Today, donc qui montre les progrès récents de la robotique et le futur proche, à mon avis, à horizon 5 à 10 ans, de ce que pourraient devenir certaines activités, que ce soit la cueillette des fruits ou le désherbage à l'aide de robots. Passons maintenant au deuxième chapitre de cette conclusion,
avec un mot sur l'environnement politique, technique et économique de l'exploitation. On n'ira pas très loin, mais je pense qu'il est important, si vous vous destinez à des carrières qui ont à voir de près ou de loin avec l'agriculture, de comprendre un peu ce qu'est vraiment l'agriculture pour la société et comment elle s'y intègre. Avec un point d'abord sur les politiques agricoles. Notons que l'agriculture, je pense vous l'avoir montré à travers certaines des vidéos que je vous ai proposées, c'est un secteur économique à part, qui répond à un besoin vital. Donc et d'autre part, c'est une des activités humaines qui est la plus soumise aux contraintes naturelles. J'avais un ancien collègue qui lui-même avait été agriculteur et qui me disait que effectivement, quand on est agriculteur, on est en prise directe avec le réel. C'est important pour nous qui vivons dans des lieux anthropisés, une espèce de décor en carton-pâte où tout est fait pour nous, les humains. On bétonne, on nettoie, on a des circuits d'approvisionnement absolument gigantesques, tout arrive chez nous par des réseaux incroyablement compliqués, souterrains, etc. On évacue les déchets, mais finalement, on est complètement coupé des contraintes du monde physique, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il neige. On travaille pareil dans des routines tous les jours. Ça, c'est quand on habite en ville, mais quand on habite à la campagne, c'est un peu plus compliqué. Et quand on est agriculteur, c'est vraiment autre chose. Agriculteur ou pêcheur, par exemple, c'est la même chose. On est en prise directe avec le rythme de production qui est incompressible. Il y a les saisons, il y a la dépendance au milieu, et à part des systèmes très artificialisés qui ont leurs inconvénients et qu'on ne peut pas généraliser à toutes les cultures, comme les serres, par exemple, eh bien, on dépend très fortement du milieu physique et chimique et biologique. C'est aussi un secteur économique qui est faiblement élastique en termes d'offres et de demandes. Alors cette faible élasticité signifie que l'offre est rigide. C'est pas donc là, vous connaissez la théorie économique au moins dans son principe sur l'offre et la demande. Si il y a une forte demande, eh bien l'offre s'adapte. Les gens ont envie de vendre leurs produits, donc ils vont produire plus, ils vont s'enrichir au passage et ils vont répondre aux besoins. Ça c'est pas possible forcément avec l'agriculture parce que c'est pas parce qu'il y a une demande croissante, rapide, qui se manifeste, qu'on peut immédiatement moduler l'offre. Une mauvaise année de récolte, comme en 2011, la récolte russe a été catastrophique. Les Russes sont un gros pourvoyeur de céréales sur les marchés mondiaux. Eh bien, ça a entraîné indirectement des émeutes de la faim et, au bout, les printemps arabes. Donc, des conséquences tout à fait importante sur le plan politique. Lorsqu'il y a un problème d'approvisionnement sur les marchés agricoles, c'est tous les systèmes politiques qui peuvent être très rapidement déstabilisés. L'armée anglaise avait un petit dicton, une petite maxime qui était que la différence entre l'ordre et le chaos, c'était 3 repas. Si vous sautez un repas, bon, ça va. Si vous en sautez 2, ça commence à grincer. Si vous sautez 3 repas d'affilée, c'est que vous êtes menacé de famine. Et là, tout le monde est dans la rue avec des torches, prêts à tout brûler. Ensuite, il faut comprendre que c'est un secteur dans lequel l'offre est atomisée. Il y a des secteurs économiques très concentrés. Si vous prenez les géants d'Internet, il y en a très peu finalement. Ils contrôlent de gigantesques morceaux de l'offre disponible, que ce soit Apple, Google, etc. Vous les connaissez. Par contre, l'agriculture, c'est exactement l'inverse. L'offre est atomisée. Il y a un très grand nombre de producteurs et aucun n'est dominant sur le marché. Donc, pour le coup, c'est un vrai marché concurrentiel, si tant est que ce soit vraiment désirable, ce que je ne pense pas. C'est typiquement le genre d'activité qu'il faut au contraire réguler de façon intelligente plutôt que de laisser faire le marché. Mais en tout cas, c'est un marché qui est difficile à piloter. Et l'agriculture a une place à part dans les rapports de force entre nations. Donc si vous n'êtes pas complètement naïf et si vous vous intéressez un petit peu à la géopolitique, vous savez que les nations négocient, passent des accords en fonction des rapports de force. Et donc il existe dans ce rapport de force ce qu'on appelle l'arme alimentaire. C'est-à-dire que chaque pays essaie de développer un minimum d'indépendance alimentaire. C'est sûrement le secteur économique le plus stratégique au monde. Les pays qui ont du surplus et qui vendent aux pays qui sont déficitaires ont un gigantesque pouvoir de vie et de mort sur les populations de ces pays. Donc ceci induit en fait une intervention assez profonde des États sur le marché agricole, que ce soit pour moduler les volumes, les prix ou les progrès techniques.
Et justement, en Europe, il y a un dispositif qui s'appelle la PAC, Politique agricole commune. Donc voici un peu l'histoire pour comprendre à quel point la politique agricole est importante. Donc ça commence avec la pénurie. Donc après la guerre, l'Europe est en ruine, il faut tout reconstruire. L'agriculture était assez peu moderne comparée à ce qui se faisait déjà aux États-Unis. Moderne au sens de rendement élevé, mais aussi et de mécanisation, mais aussi de tous les dégâts que ce système allait produire plus tard. Je le dis ici indépendamment. En tout cas, on est en pénurie, on manque d'aliments. L'Europe n'est pas autonome, elle est obligée d'acheter une partie de son alimentation, et donc elle décide de se fixer comme objectif stratégique. Donc c'était la CE, la Communauté économique européenne à l'époque, ancêtre de l'Union européenne, qui était moins intégrée, mais je pense beaucoup plus intelligente dans son fonctionnement, parce que beaucoup plus souple, avait décidé donc de rendre l'Europe autonome. Donc il s'agissait d'accroître la productivité et garantir l'approvisionnement, assurer le niveau de vie des agriculteurs et assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Donc ça a développé une politique qui était fondée sur la libre circulation des produits agricoles dans la CE, mais une solidarité financière et une unicité des prix, mais aussi la préférence communautaire, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une forme de protectionnisme. Quand on veut développer un secteur qui n'est pas concurrentiel, qui est en retard technologiquement, la seule façon de faire, c'est de le protéger, le temps qu'il grandisse et qu'il devienne justement autonome. Et donc c'est ce genre de politique qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui pour des raisons plutôt idéologiques, et sans doute de corruption aussi, mais c'est quelque chose de très important. Le protectionnisme est une dimension de la pensée économique libérale. C'est pas la seule, il y a le libre-échange intégral, mais il y a aussi le protectionnisme. C'est du libéralisme sous une autre forme. On est passé donc d'une situation de pénurie en 1957 à plus de 20 ans plus tard, 23 ans plus tard, une situation de surproduction. L'Europe est plus qu'autosuffisante, ça a très bien marché, les excédents s'accumulent et coûtent de plus en plus cher au budget européen, parce qu'il faut les payer. Donc on passe dans une politique de maîtrise de la production, avec par exemple les emblématiques quotas laitiers. Chaque producteur de lait ne devait pas produire plus d'un certain volume de lait. Ensuite, on va passer insensiblement de la politique agricole à la politique rurale, c'est-à-dire une politique qui concerne la campagne, donc évidemment l'agriculture, mais plus que l'agriculture. Là, ça nous ramène un petit peu à l'introduction de ce cours avec la troisième partie qui concernait les nouvelles demandes, les nouveaux critères d'évaluation des systèmes agricoles en termes de pollution, de qualité, etc. Donc ça a été la réforme McSherry en 1993, avec une baisse ou une disparition des prix d'intervention. C'était les prix garantis. Les agriculteurs étaient sûrs du prix auquel ils allaient vendre leurs produits et que c'était des prix qui étaient supérieurs aux cours mondiaux. Donc c'est ça le protectionnisme, c'est de faire des taxes d'un côté pour payer vos propres producteurs de façon à ce qu'ils puissent se développer. Donc ce système a été arrêté, et puis on a commencé à introduire la conditionnalité des aides directes, avec par exemple l'obligation de faire une jachère, d'adopter des mesures environnementales, avec l'agenda 2000 en particulier. Et petit à petit, l'agriculture européenne s'est ajustée au prix des cours mondiaux. On a également développé la notion de développement rural, l'aide liée à l'éco-conditionnalité, avec des bonnes pratiques environnementales, un respect du bien-être animal, et un découplage des aides et de la production. Donc c'est des nouveaux critères, c'est pas seulement le volume, le rendement, etc., pour percevoir des aides. Si on regarde le cas de la France, jusqu'aux années 90, on est dans l'idée d'intensifier la production, de l'orienter par bassin, donc des bassins qui sont géoclimatiquement bien adaptés à tel ou tel type de production, les grandes plaines de la France centrale par exemple pour les céréales, et puis dans les zones plus humides où on fait des pâturages, eh bien on pourra faire des productions animales. Donc c'était le fameux modèle agricole breton qui a viré au hors-sol très intensif. Et la France est devenue le premier exportateur européen de denrées agricoles, place qu'elle a perdue il y a quelques années au profit de l'Allemagne. Depuis, on a introduit les MAE, les mesures agro-environnementales, en 92, avec une compensation des coûts de mise en œuvre de pratiques favorables à l'environnement. Donc cette fois, la prime est donnée si l'agriculteur respecte un certain nombre de pratiques favorables au retour à des environnements moins pollués et plus équilibrés. Donc on a une loi de modernisation agricole en 2010 pour améliorer la compétitivité, encourager au regroupement d'organisations de producteurs, donc une idée de concentration. Là, on est plutôt dans une optique d'intensification en réalité, et un renforcement des interprofessions, une mise en place d'une politique de l'alimentation, en qualité et en sécurité alimentaire, prélever et préserver le foncier agricole. Donc là, c'est une mesure qui vise à protéger les terres agricoles
pour éviter en particulier qu'elles ne soient abusivement remobilisées pour l'urbanisation. Ensuite, on a eu les Grenelles de l'environnement en 2007-2013, des réflexions sur l'environnement, incluant l'agriculture, avec en ligne de mire la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels, et la prévention des risques pour l'environnement et la santé, avec une promotion croissante de l'agriculture biologique, une réduction des pesticides et une amélioration de la gestion de l'eau. Maintenant, voyons les services de l'État. La tendance globale est à la fusion des services pour réaliser des économies et gérer simultanément les problèmes agricoles, environnementaux et d'aménagement du territoire. Donc cette fusion des services, il ne faut pas se le cacher, est aussi dans une optique de réduire les coûts, là encore pour des raisons idéologiques et de politique interne à l'Europe. Au niveau régional, on a les DRAF, donc Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, donc qui pilotent et coordonnent les politiques publiques décidées au niveau national par le ministère de l'Agriculture. Elles effectuent les contrôles sanitaires, le soutien aux filières, le développement du territoire et la mise en œuvre des politiques de France Agrimaire. Ensuite, on a la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui met en œuvre les politiques de l'État portant sur le développement durable à partir notamment des objectifs du Grenelle de l'environnement. Au niveau départemental, on trouve la DDT, Direction départementale du territoire. On trouve l'ASP, Agence de services des paiements, donc, qui fournit une information et des conseils administratifs auprès des agriculteurs, qui aide à la constitution des dossiers administratifs et au versement des aides communautaires, aides conditionnées, éco-conditionnées. L'INRAE, donc c'est plus l'INRA, c'est l'INRAE, Institut de la recherche agronomique et de l'environnement, là encore une fusion qui a pour seul but de faire des économies. 17 instituts répartis sur le territoire. L'EDE, l'établissement de l'élevage, c'est un service intégré aux chambres d'agriculture qui gère la traçabilité des animaux d'élevage, qui établit le contrôle des performances laitiers et de la croissance, donc dans des objectifs de participation à l'amélioration génétique, et qui fait du conseil et de l'animation. On a également la DDCSP, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, donc protection de la santé publique, services vétérinaires, répression des fraudes, impacts environnementaux des installations d'élevage, auxquels on a fusionné la cohésion sociale, la jeunesse et les sports, les droits des femmes et l'égalité, les affaires sanitaires et sociales. Donc là encore, des choses qui sont issues de regroupements de services qui autrefois étaient séparés dans le but de faire des économies, tout simplement, pas d'améliorer le service. Après ces services de l'État, on a les organisations professionnelles agricoles, les OPA, avec les chambres d'agriculture d'abord, qui sont des établissements publics, avec 2 niveaux, un niveau départemental, un niveau régional, qui ont un rôle consultatif auprès des pouvoirs publics, il faut remonter les préoccupations, les problèmes, et un rôle d'encadrement de l'agriculture, notamment des aides à l'installation pour les jeunes agriculteurs, la création et l'organisation des filières, le développement de l'agrotourisme et l'aménagement de l'espace rural. Ensuite, on a les OPA d'accompagnement des politiques agricoles, comme la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. C'est une société anonyme, à but non lucratif, dont le rôle est de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, de protéger l'environnement et d'accompagner le développement de l'économie rurale. Sa principale action est d'exercer un achat et une vente et une gestion et un aménagement, notamment de biens agricoles et de terres. Donc, par exemple, la SAFER va pouvoir acheter des surfaces pour s'assurer qu'elles soient revendues à des agriculteurs. Ensuite, on a la CDOA, la Commission départementale d'orientation agricole, qui est composée de représentants de l'État et des organisations agricoles, syndicats, banques, SAFER. Elle est convoquée par le préfet tous les mois, et son rôle est de contrôler les structures, les demandes d'achat, d'installation, par exemple l'installation d'une stabulation pour les animaux, il doit respecter un certain nombre de normes, et il doit y avoir donc un respect de ces normes qui doit être vérifié. On a les OPA techniques et les instituts techniques agricoles, qui sont des organismes de recherche appliquée, dépendants du ministère de l'Agriculture. Ils ont un statut public et ils sont responsables de la vulgarisation agricole. On a en particulier Arvaliste, Institut du végétal, qui s'occupe des céréales, des oléagineux, du maïs, des pommes de terre et des fourrages. L'Institut de l'élevage, ovins, bovins, caprins, équins. L'Institut du porc et l'Institut de la vigne et du vin. Ensuite, on a des organisations professionnelles agricoles qui interviennent sur les marchés, comme les sociétés coopératives agricoles, avec des coopératives d'amont, qui sont des regroupements donc, pour la fourniture aux exploitants de biens agricoles, de matériel et de services, comme la comptabilité, et les coopératives d'aval, de transformation et de commercialisation des biens agricoles.
Elles ont un statut à part, ni civil ni commercial. Elles fonctionnent de façon plus contraignante que le privé, mais avec une fiscalité allégée. Exemple, une coopérative d'utilisation de matériel agricole qu'on appelle une CUMA. Donc, lorsqu'un matériel coûte très cher, comme une moissonneuse ou une ensileuse, eh bien, les agriculteurs se regroupent en coopérative pour l'acheter à plusieurs et se partager l'usage de ce matériel. On a ensuite les offices interprofessionnels, qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Leur rôle est de renforcer l'efficacité économique des filières et de renforcer la connaissance des marchés, en faisant la promotion des produits, des concertations et des arbitrages entre les acteurs d'une filière. Par exemple, l'ONIGC, en grande culture, qui contrôlait les surfaces en protéagineux depuis 2009. Donc, ils ont fusionné dans un seul organisme avec l'aquaculture pour donner France Agrimer. Là encore, dans l'idée de faire des économies. Enfin, les OPA à vocation sociale, avec les syndicats, par exemple la FNSEA, qui est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui est majoritaire, qui est plutôt politiquement favorable à une agriculture intensive, et puis la Confédération paysanne, qui est plutôt favorable, par exemple, à l'agriculture biologique. La MSA, la Mutualité sociale agricole, c'est simplement la sécurité sociale des agriculteurs. Alors pour conclure, je vous propose quelques documentaires comme Climat et prix alimentaires. Donc c'était une alerte d'un organisme qui fait de l'analyse économique en novembre 2015, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur les prix des produits alimentaires. Il n'y a pas eu de conséquences par la suite, on le sait maintenant, mais régulièrement en fait, il y a des alertes sur les marchés, le prix des matières premières agricoles, pour les raisons que je vous ai indiquées au départ de ce chapitre, des raisons géopolitiques en fait. Et puis enfin, un petit documentaire que vous êtes libre de regarder ou non, qui s'appelle Un jour en France. Alors, c'est un documentaire qui copie une émission de la BBC en Angleterre, sortie 10 ans plus tôt, au milieu des années 2000, qui était passionnante, qui s'appelait Britain from Above. C'était l'idée de voir par satellite et par avion les grandes infrastructures de la Grande-Bretagne, donc à l'échelle d'un pays comme ça, complètement, et qui montrait à quel point nous avons développé des infrastructures dans tous les sens, que ce soit dans les campagnes au niveau de l'agriculture. Il n'y a pas 1 centimètre carré de la Grande-Bretagne qui n'a pas été retourné au cours de l'histoire par l'humain. Et puis on voit les champs, l'impact, l'empreinte en fait territoriale des humains, de gigantesques infrastructures avec les ports, les routes, les centres commerciaux, etc. C'était vraiment Britain from Above. Si vous avez l'occasion de le trouver sur YouTube ou autre, je vous conseille vraiment de le regarder. Et puis bon, il y a quelque chose d'un peu équivalent qui s'appelle Un jour en France, agriculture. Donc j'ai fait un extrait de ce documentaire Un jour en France, qui prend le même principe, mais qui est moins bien fait, qui est plus lyrique, un peu moins pragmatique, un peu moins rationnel que les Anglais, quoi. Mais il y a un passage sur l'agriculture qui est pas inintéressant.